Bonjour tout le monde, je suis Christophe Paget, merci de m'avoir rejoint pour cette édition de Noël de votre canal Espace News, où des vaisseaux spatiaux cargo ont quitté la Station spatiale internationale, le site de lancement vertical britannique obtient sa licence CAA, Starbase progresse et est encore plus proche de son essai en vol Starship numéro 3, et une baguette est désormais en route pour des vols spatiaux. La NASA est révolutionnaire en matière de communication laser. Ariane 6 a passé avec succès tous les tests requis avant son vol inaugural de l'an prochain. Et nous reviendrons sur les lancements de la semaine et les progrès réalisés sur des bases lunaires et martiennes. Cette semaine, nous avons eu la chance de voir deux vaisseaux spatiaux cargo se désamarrer de l'ISS. Le 20 décembre, nous avons assisté à un désamarrage automatique du SpaceX CRS-29 Cargo Dragon avec des déchets à bord et des échantillons provenant des expériences menées dans l'ISS. Ce vaisseau spatial cargo est resté à l'ISS pendant plus de 5 semaines et a initialement transporté 3 tonnes de cargo vers l'ISS. Le 21 décembre, nous avons assisté au désamarrage à l'aide du bras Canadarm du Northrop Grumman Cygnus 19 Cargo depuis l'ISS avec des charges utiles similaires. Ce vaisseau spatial est arrivé pour la première fois sur l'ISS il y a 19 semaines grâce à la dernière fusée d'Antares. Alors pourquoi la dernière ? C'est parce que ces moteurs étaient constitués de pièces russes et ukrainiennes qui ne peuvent plus être fournies. Donc les prochaines missions de ravitaillement Cygnus seront envoyées via un SpaceX Falcon 9 jusqu'à ce que la prochaine fusée de Northrop Grumman soit disponible. Cette fois-ci basée sur 7 moteurs Miranda de Firefly. Pour en revenir à Cygnus 19, le vaisseau spatial a transporté vers l'ISS plus de 3,7 tonnes de cargo. Saxo Ford, dans les Shetland, a utilisé une base désaffectée de la Royal Air Force pour accueillir le prochain complexe de lancement vertical opérationnel du Royaume-Uni, ou voire d'Europe. L'autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni, le CAA, a accordé cette semaine une licence d'exploitation à Saxo Ford pour lancer des fusées dès 2024. Elle est autorisée pour un maximum de 30 lancements par an et s'adresse aux entreprises qui cherchent à lancer des satellites sur des orbites polaires ou orbites héliosynchrones. Deux sociétés allemandes, donc Rocket Factory Augsburg et High Impulse, espèrent effectuer des lancements depuis Saxo Ford en 2024. L'Écosse est clairement en train de poser des bases solides pour devenir le complexe de lancement vertical d'Europe continentale. Starbase était encore plein d'activités. En effet, nous avons vu 2 vaisseaux spatiaux numéro 29 et 30 dans un état de préparation très mature, du moins vu de l'extérieur, mais connaissant SpaceX, comme il fabrique les pièces ensemble très matures, que ce soit sur l'extérieur et l'intérieur, ça ne m'étonne pas que en fait, ces 2 vaisseaux spatiaux soient aussi très matures à l'intérieur. Le Starship numéro 28 a été installé sur la plateforme B pour des tests supplémentaires. Il faut savoir que la plateforme A a été démolie à quelques semaines ou 2. Et le support de lancement orbital a été encore modifié, tout comme les tuyaux du système de ravitaillement du premier étage. Le booster numéro 13 était en cours d'assemblage dans le Megabay et le parc de réservoirs était testé après y avoir ajouté d'autres composants et réparé les pièces qui avaient été endommagées lors du test en vol intégré numéro 2. Le vaisseau spatial numéro 28
a fait tester son réservoir et ses moteurs amorcés, ce qui signifie qu'ils ont testé le fonctionnement des moteurs sans enflammer la chambre de combustion. Le vaisseau spatial numéro 28 a désormais effectué son essai feu statique. Ce qui reste à réaliser est l'essai feu statique du booster numéro 10 et la répétition générale avant le test intégré numéro 3 sur la base de ce qui s'est passé précédemment. Et SpaceX a offert aux habitants des environs des feux d'artifice de drones ce qui était plutôt impressionnant et plus respectueux de l'environnement. Il semblerait qu'une baguette ait reçu un financement pour aller dans l'espace. Un consortium dirigé par la start-up française HiPR Space a obtenu un financement de 35 millions d'euros pour le projet agile de développement d'accès à l'espace 1 ou PADA 1, cofinancé par le gouvernement français. L'équipe, composée de HiPR Space, Téléspatio France et CT Engineering, ambitionne de lancer une version suborbitale en 2026, puis l'Orbital Baguette One par la suite. Baguette One ou OB1 est un lanceur orbital à un étage qui mesurera au moins 7 mètres de haut et aura une capacité de charge utile maximale de 300 kg. Je n'aurais jamais pensé voir un jour une baguette dans l'espace. Voilà, c'est fait. Vous pourriez penser que je suis devenu fou avec cette vidéo d'un chat, mais c'est en réalité un événement monumental, car c'est une première dans la communication de l'espace lointain. La NASA a programmé cette vidéo dans le vaisseau spatial Psyche, le même satellite envoyé par une Falcon Heavy le 13 octobre 2023. L'engin a maintenant parcouru 31 millions de kilomètres, soit environ 80 fois la distance Terre-Lune. Le vaisseau spatial vient d'envoyer cette vidéo via un système de communication laser qui a pris seulement 101 secondes pour atteindre l'équipe de la NASA en Californie, envoyé au débit maximum du système de 167 mégabits par seconde, pour ensuite afficher en direct une vidéo à haute résolution et à haute vitesse, ce qui est une première dans le monde de la communication dans l'espace lointain. Après avoir reçu la vidéo à la NASA, elle a été réenvoyée sur Internet et cette connexion était plus lente que le signal provenant de l'espace lointain. Cela ouvre de nouvelles voies de communication avec par exemple les rovers sur Mars pour les faire fonctionner presque en direct au lieu de programmer le rover pour qu'il soit autonome et capable de résoudre des tâches complexes sans interaction humaine. Et à propos, un appareil similaire est installé sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale. J'en ai discuté dans un épisode précédent, lié dans le coin supérieur droit de votre écran. Ariane Group a effectué un dernier test avant son vol inaugural l'année prochaine, selon l'ESA. Vendredi dernier, le CNES, Ariane Group et l'ESA ont achevé le dernier des tests de chargement d'ergol supercool pour Ariane 6, dont un allumage de l'étage principal de 4 secondes. Le chargement d'essai combiné était le dernier d'une série de répétitions sur la fusée grandeur nature pour pratiquer les opérations de lancement d'Ariane 6 et le dernier avant son premier vol l'année prochaine. Il comprenait des tests de mode contingence ultime. Il s'agit d'une 5e répétition compte à rebours incluant le chargement d'Ariane 6 avec des cryo-ergols depuis juillet cette année. La répétition a été très bien exécutée et le compte à rebours s'est déroulé exactement comme prévu. Le test a été un plein succès et le groupe de travail remercie toutes les équipes impliquées, indique un rapport conjoint publié par Ariane Group. Le 16 décembre,
Roscosmos a lancé une Soyouz 2.1B Frégate M depuis son complexe de lancement 31-6 du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. La charge utile était le deuxième satellite Arktika M, un satellite de météorologie et de communication d'urgence destiné à une orbite Molniya de 63,4 degrés avec un périgée à environ 1000 km et une apogée à environ 40 000 km. L'orbite de Molniya, avec un exemple sur votre écran, est sélectionnée pour permettre à un tel satellite d'être géostationnaire 2 fois par jour à une altitude beaucoup plus basse, ce qui signifie que pendant le jour et la nuit, ce satellite suivrait le même point à son périgée, le point le plus proche de la Terre, et en l'occurrence sur toute la Russie, ou en tout cas la partie nord de la Russie. Afin d'atteindre une telle orbite, le véhicule de l'étage supérieur frégate, hébergé à l'intérieur du carénage Soyouz, a été utilisé. Arktika M a été développé par NPO Lavochkin, qui fait partie de Roscosmos, pour la surveillance du climat et de l'environnement de la région arctique. Selon Roscosmos, Arktika M est destiné au support d'informations et à la résolution de tâches en matière de météorologie opérationnelle, d'hydrologie, d'agrométrologie, de surveillance du climat et de l'environnement dans la région arctique. Le 17 septembre, iSpace a lancé son Hyperbola 1, fusée à 4 étages depuis son centre de lancement de satellite Jiuquan en Chine. Le lancement a réussi après 3 échecs précédents. La charge utile était le satellite DIR-1, un petit vaisseau spatial sans pilote conçu par iSpace pour transporter des charges utiles d'observation optique et de sciences de la vie. Selon la société DIR-1, était entré avec succès sur une orbite héliosynchrone à une altitude de 500 km et une inclinaison de 97,4 degrés. Le 19 décembre, Blue Origin a lancé sa mission New Shepard NS-4 après une pause de 14 mois pour résoudre la cause de l'échec du lancement de son NS-23. J'ai d'ailleurs couvert cet échec et ses causes dans un épisode précédent lié dans le coin supérieur droit de votre écran. Le lancement s'est déroulé comme prévu avec une charge utile constituée du même équipement que celui de la mission NS-23. Le 19 décembre, SpaceX a lancé 23 mini-satellites Starlink V2 sur une orbite terrestre basse circulaire à 530 km d'altitude et une inclinaison de 43 degrés pour sa mission Group 634 à bord de sa Falcon 9 depuis son complexe de lancement spatial 40 de la station de la Force spatiale de Cape Canaveral en Floride. Le premier étage a atterri à 612 km en aval sur le Drone-Ship avec Short Full of Gravitas pour la 3e fois. Le 21 décembre, les forces spatiales russes lancent un Soyouz 2.1A depuis son cosmodrome de Plesetsk en Russie avec une autre mission Cosmos avec des satellites classifiés vers une orbite potentiellement héliosynchrone. Astrolab et Interstellar Lab s'associent pour une mission appelée Petit Prince. Interstellar Lab est spécialisé dans les grands biopods et la croissance de plantes dans l'espace. Il cherche à faire pousser des fleurs sur la Lune dans des pods transparents dans un environnement contrôlé et à capturer des données et des images de cette première étape vers une vie multiplanétaire. Une des premières étapes pour coloniser la Lune, Mars et au-delà. La société s'est associée à Astrolab pour installer les charges utiles sur la surface lunaire avec le rover Flexible Logistics and Exploration, ou FLEX. Continuez à regarder cette chaîne pour plus de contenu de ce genre. Le jour de Noël, l'équipage de Shapea
mission 1 aura passé 6 mois dans un environnement simulé sur Mars, ce qui correspond en fait à la moitié de la mission totale. L'équipage est composé de 4 personnes, Dr. Kelly Aston, le commandant, Ross Rockwell, l'ingénieur en vol, le docteur médical Nathan Jones et le docteur Anka Selariu, l'officier scientifique. Un membre d'ailleurs de l'équipage a quand même réussi à célébrer son 50e anniversaire avec sa femme. Il s'occupe de diverses tâches de la NASA, notamment de sujets récréatifs tels que musique, film et lecture. Ils ont réussi à faire pousser des plantes de la même manière qu'ils le feraient sur Mars, et ils sont surveillés par des spécialistes de la santé et du comportement pour comprendre comment se comporte l'équipage à mi-parcours. Ils sont également confrontés à des problèmes de logistique et de communication pour simuler leurs réactions dans de nombreux scénarios. Par exemple, un retard dans la communication est intégré à cette mission pour permettre à l'équipage de vivre une expérience réelle et d'étudier comment ils anticipent dans sa communication pour être de plus en plus efficace, pour être utile lors de prochaines missions. Ils se lient bien ensemble, se trompent, en tout cas ils s'amusent à faire du trick or treat durant Halloween, et ils déplacent même des meubles pour essayer de s'occuper et de recréer l'environnement qu'ils auraient fait chez eux. Comme le veut la tradition sur cette chaîne, je vous laisse avec cette superbe image du télescope spatial James Webb montrant le spectaculaire reste de supernova Cassiopée A avec des détails sans précédent. La vue extrêmement nette de James Webb permet de détecter les petits nœuds de gaz composés de soufre, d'oxygène, d'argon et de néon provenant de l'étoile elle-même. Ce gaz contient un mélange de poussière et de molécules qui seront éventuellement incorporées dans de nouvelles étoiles et systèmes planétaires. Certains filaments de débris sont trop petits pour être résolus ou visibles, même par le James Webb, ce qui signifie qu'ils ont un diamètre comparable ou même inférieur à 16 milliards de kilomètres, ou environ 100 unités astronomiques, c'est-à-dire une unité astronomique est en fait la distance entre la Terre et le Soleil. En comparaison, l'intégralité de Cassiopée A s'étend sur 10 années-lumière, soit environ 96 000 milliards de kilomètres. Le reste de la supernova Cassiopée A est situé à 11 000 années-lumière dans la constellation de Cassiopée. Du point de vue des chercheurs de la NASA, ils estiment qu'elle a explosé il y a seulement environ 340 ans. Merci d'avoir rejoint aujourd'hui ce channel. Je vous souhaite un joyeux Noël pour certains et de joyeuses fêtes pour d'autres. Au revoir et à la semaine prochaine.